Si vous avez pris le bus à Paris avant les années 80, vous êtes monté dans un Saviem, le SC10. Le grondement du moteur MAN couché sous le plancher, le pare-brise cylindro-cyclique anti-reflet, la plateforme arrière ouverte où l'on grimpait en marche à la dernière seconde, juste avant que le chauffeur referme la porte. C'était LE bus de tous les Français, sans qu'on sache jamais son nom. À son apogée, Saviem employait 7000 personnes à Blainville-sur-Orne, fabriquait le VAB de l'armée française et exportait dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. La marque avait survécu à la fragmentation de l'après-guerre, survécu à la concurrence allemande et italienne, survécu au choc pétrolier et à 3 années de perte. Et puis, après 25 ans de fabrication en Normandie, le nom a disparu des calandres en une seule journée. Comment un nom qui avait sa place sur tous les boulevards de France a-t-il pu simplement disparaître ? Et pourquoi ce nom-là et pas un autre ? Chapitre 1. Le chantier naval et le rêve d'État. Cette histoire commence par une cessation d'activité. À Blainville-sur-Orne, en 1954, les chantiers navals français ferment leurs portes, après des décennies passées à découper la coque des cargos sur les berges de l'Orne. Les grues s'arrêtent. Les ouvriers de la construction navale, normands pour la plupart, fils et petits-fils d'ouvriers navals, ramassent leurs outils et rentrent chez eux. Sur la rive, il reste un vaste terrain plat, des hangars vides et une vue dégagée sur l'estuaire. Personne, à cet instant, ne sait que ce terrain abandonné deviendra dans 2 ans le plus grand site de production de camions de France. Pour comprendre comment, il faut remonter à Paris, à la rue Émile Zola à Boulogne-Billancourt, dans le bureau du président d'une régie nationale qui sortait à peine de l'épreuve de la Libération. La Régie nationale des usines Renault, nationalisée en 1945 pour collaboration de son fondateur, était dirigée par un homme de 46 ans, ancien résistant, ingénieur des arts et métiers, marié à la fille de Léon Jour, Pierre Le Faucheux. À la Libération, l'État songeait à un grand mariage industriel. Marius Berliet, le constructeur lyonnais qui dominait le marché français du poids lourd, sortait de la guerre lourdement compromis par sa production sous l'occupation. Ses usines de Vénissieux avaient été temporairement séquestrées. L'idée circulait dans les couloirs du ministère de l'Industrie. Fusionner Renault et Berliet, créer un champion national unique du camion français, comme on créait un champion national de l'aviation, du nucléaire, des chemins de fer. Pierre Le Faucheux refusa, catégoriquement. Contre l'avis d'ailleurs de son propre vice-président, Pierre Dreyfus, qui jugeait alors que la fusion avec Berliet serait préférable pour la France. Mais Le Faucheux tenait à son indépendance. Renault venait de naître à nouveau, et il n'avait pas l'intention de laisser un autre constructeur dicter le rythme de sa renaissance. Cette décision aura des conséquences. Renault, faute de moyens, abandonne fin 1946 sa branche poids lourd, celle qui, avant-guerre, avait fait du losange l'une des grandes signatures du camion français. La régie se replie sur les voitures particulières et les utilitaires légers. Les marques concurrentes, Berliet à Lyon, Latil à Suresnes, Saumua à Saint-Ouen, Unique à Puteaux, Willem, Bernard, Citroën, se partagent ce qu'il reste du marché. 12 marques pour une production d'environ 18 000 camions par an. Un secteur que l'État, déjà, juge beaucoup trop fragmenté pour résister à l'arrivée du marché commun qu'on commence à dessiner à Bruxelles. Pierre Le Faucheux ne verra rien de la suite. Le 11 février 1955, alors qu'il roule au volant de sa Renault Frégate sur la Nationale 4, près de Saint-Dizier, il perd le contrôle du véhicule. La voiture quitte la route, sa valise posée sur la banquette arrière est projetée vers l'avant et lui frappe la nuque. Pierre Le Faucheux est tué sur le coup. Il avait amorcé dans les mois précédents des discussions avec Latil et Saumua. 10 mois plus tard, ces discussions aboutiront. Mais l'homme qui les avait engagées n'en verra pas la signature. C'est Pierre Dreyfus, son vice-président, celui-là même qui lui avait conseillé la fusion avec Berliet une décennie plus tôt, qui prend les commandes le 27 mars 1955. Docteur en droit, ancien directeur de cabinet au ministère de l'Industrie, socialiste convaincu, Dreyfus est ce qu'on appelait alors un industriel d'État. Il dirigera Renault pendant 20 ans, jusqu'en 1975. Et c'est sous sa présidence que se conclut, le 23 décembre 1955, l'acte de naissance de Saviem LRS, Latil, Renault, Saumua. La fusion des branches poids lourds des 3 constructeurs. Le rêve abandonné en 1946, ressuscité sous une autre forme. Premier président, Pierre Lemaigre, ancien PDG de Latil. Premier acte,
choisir un site pour assembler les camions de la nouvelle marque. Le choix s'arrête sur Blainville-sur-Orne. La politique de décentralisation industrielle de l'après-guerre encourageait l'installation d'usines hors de la région parisienne. La Normandie, durement éprouvée par les bombardements de 1944, bénéficiait d'aide à la réindustrialisation. L'ancien chantier naval offrait un terrain plat, dégagé, raccordé à la voie ferrée et au port. Et la main-d'œuvre était disponible, immédiatement, dans les villages alentours. Des files de paysans bas-normands, des marins reconvertis, des ouvriers de la construction navale qui n'avaient pas encore retrouvé d'embauche. Saviem investit. Un premier hangar de montage sort de terre en 1956. La première chaîne est installée en 1957. Et le premier camion à porter, seul, la marque Saviem, en sort la même année. Il s'appelle le R4140. Mais sur la chaîne, les ouvriers ne l'appellent pas comme ça. Ils l'appellent le fainéant. À cause de son moteur, couché à plat sous le plancher de la cabine, qui semblait dormir là plutôt que de travailler. 2 versions. Le Mondragon, 5 tonnes de charge utile, le Tancarville, 7 tonnes, baptisé d'après le pont qui enjambait alors la Seine. Et c'est ici, dans cette première année, qu'on touche déjà à ce que cette usine va devenir pour la Normandie. Marc Potier, devenu plus tard maire de Colombelles, le racontera lors du 70e anniversaire du site, en mai 2026. Une seule phrase, 5 mots. Mon père conduisait le Tancarville. Le premier camion sorti de l'usine, conduit par le père d'un futur maire de la commune voisine. La transmission est là, déjà, dans la première année. L'usine n'était pas encore une légende. Elle allait le devenir. Chapitre 2. Dévorer pour grandir. Latil, Saumua, Renault. Pour comprendre Saviem, il faut comprendre ce que Saviem a mangé. 3 maisons, 3 histoires, 3 trajectoires interrompues par la fusion de 1955. La première s'appelle Latil, et son fondateur, Georges Latil, est l'un de ces grands ingénieurs autodidactes qui peuplent la mémoire industrielle française du début du XXe siècle. Né à Marseille, fils de modestes commerçants, il dépose son premier brevet en 1897. C'est ce qu'il appelle l'avant-train Latil, un dispositif qui permet de transformer un véhicule hippomobile en véhicule automobile, en lui ajoutant à l'avant un essieu moteur. Une idée simple et révolutionnaire. C'est l'une des premières applications industrielles de la traction avant. À cette date-là, on n'imagine pas encore que la traction avant puisse devenir le standard de l'automobile mondiale. Georges Latil, lui, y travaille déjà. En 1911, il franchit une étape supplémentaire. Il réalise le premier véhicule tout-terrain à 4 roues motrices et directrices. Toutes les roues entraînent, toutes les roues braquent. C'est une prouesse mécanique pour l'époque, et la guerre qui s'annonce va lui donner sa pleine utilité. Car en 1913, l'armée française cherche un tracteur capable de remorquer ses canons les plus lourds sur les routes défoncées de l'arrière-front. Latil propose son TAR, tracteur d'artillerie roulant. Et l'armée signe. Pendant la Grande Guerre, près de 3000 exemplaires du TAR seront produits. C'est avec ces tracteurs Latil que l'artillerie française remontera, mois après mois, le long de ce qu'on appellera bientôt la voie sacrée, la route de Bar-le-Duc à Verdun. Les obus passent, les canons passent, les tracteurs Latil les tirent. Georges Latil installe son usine à Suresnes, dans la banlieue ouest de Paris, en 1914. Avec l'aide de son actionnaire principal, le banquier Charles Blum, il développe une gamme complète de véhicules industriels. Camions, tracteurs forestiers, autobus. L'entreprise prospère dans l'entre-deux-guerres. Puis vient la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation. Et à la Libération, Latil est exsangue. Outillage vieillissant, gamme figée à l'avant-guerre, trésorerie épuisée. La firme survit. Elle ne prospère plus. Et lorsque Pierre Le Faucheux, à la fin des années 40, commence à observer le paysage industriel français, Latil apparaît pour ce qu'elle est devenue. Une proie idéale. La deuxième maison s'appelle Saumua, Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie. Fondée en 1914 à Saint-Ouen, au nord de Paris, comme filiale du géant sidérurgique Schneider. Saumua est née de la guerre. Elle vivra de la guerre. Et elle laissera derrière elle un objet qui hante encore la mémoire militaire française. Cet objet, c'est le S-35.
Le char Saumua de 1935, considéré par les historiens militaires comme le meilleur char français de 1940. Premier char de l'histoire à utiliser un blindage incliné moulé. Une innovation qui ne sera reprise par les soviétiques que 3 ans plus tard avec le T-34 et par les Américains plus tard encore. Le S-35 a été produit à 430 exemplaires, tous engagés au combat en mai et juin 1940, notamment au sein de la 4e division cuirassée, commandée par un colonel encore peu connu, un certain Charles de Gaulle. L'histoire ne retient pas que les chars Saumua ont été des héros, elle retient qu'ils étaient là. Mal employés par un commandement français qui n'avait pas compris ce qu'on pouvait faire de 500 tonnes d'acier qui roulaient à 40 km/h, ils ont quand même tenu, à Anu, à Gembloux, à Stonne. Quand la débâcle vint, certains équipages firent sauter eux-mêmes leur engin pour qu'ils ne tombent pas intacts aux mains de l'ennemi. Le char Saumua est l'un des rares objets de l'armée française de 1940 qui n'a pas démérité. Et c'est cette maison-là, héritière de cette histoire, que Schneider, soucieux de se recentrer sur la sidérurgie après-guerre, accepta de céder en 1955. La 3e maison, enfin, c'est Renault elle-même, la branche poids lourd de la régie, celle qui, dans les années 30, faisait du losange un nom respecté sur les routes françaises, et celle que Pierre Le Faucheux avait abandonnée fin 1946, faute de moyens, pour concentrer ses efforts sur la 4 chevaux et la frégate. C'est cette branche-là, dépeuplée mais riche de ses outillages et de ses brevets, qui rejoint Saviem. 3 maisons donc, fondues dans une seule. Latil disparaît officiellement de la calandre en mai 1959. Le sigle LRS s'efface. Renault est désormais majoritaire et la marque s'appelle simplement Saviem. Mais Saviem, à ce moment-là, n'a pas fini de manger. En avril 1959, elle absorbe Chausson, le grand carrossier d'autocar de Gennevilliers, et récupère par là une usine moderne entièrement dédiée à la production de bus. Puis vient Richard Continental en 1965 pour rivaliser avec Caterpillar sur le segment des engins de chantier. Puis Sinpar en 1975 pour les versions tout-terrain. Et en mai 1964, l'État cède à Saviem l'usine de Limoges, le Palais-sur-Vienne, un ancien arsenal d'aviation, qui devient le centre des moteurs diesel Fulgur. À la fin des années 60, Saviem est devenu un empire. Un empire constitué par dévorations successives d'entreprises plus petites. C'est le modèle de croissance que la régie Renault, sous Pierre Dreyfus, applique à son entier secteur du poids lourd. Et c'est, déjà, le modèle qui retournera contre Saviem elle-même 20 ans plus tard. Chapitre 3. Le pacte allemand. Au milieu des années 50, un constructeur français de camions ne pouvait pas espérer concurrencer Mercedes-Benz, MAN ou Magirus Deutz sur le segment des gros tonnages. Pas avec ses propres moteurs. Les industriels allemands avaient une longueur d'avance sur tout ce qui dépassait 6 tonnes. Injection directe, refroidissement, fiabilité kilométrique, durée de vie. C'était l'héritage technique de l'industrie automobile allemande et il pesait lourd. Pierre Dreyfus le savait, et il fit ce que les industriels d'État font dans ces cas-là. Il signa un pacte. En 1963, Saviem achète à Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, la grande maison MAN basée à Munich, la licence du procédé d'injection directe pour les moteurs diesel. C'est la technologie qui permet d'envoyer le carburant directement dans la chambre de combustion plutôt que de passer par une préchambre comme le faisaient encore la plupart des moteurs français. Le rendement est meilleur, la consommation plus basse, la fiabilité supérieure. MAN avait perfectionné ce procédé dans les années 30. Saviem, en 1963, l'achète 25 ans plus tard. 4 ans plus tard, en 1967, l'accord est élargi. Ce n'est plus simplement une licence, c'est un partage industriel. Saviem fournit les cabines, des cabines françaises, dessinées en France, fabriquées à Blainville. MAN fournit les moteurs et les ponts. Et les 2 constructeurs vendent les véhicules issus de cette coopération sous leur propre marque, chacun sur son marché national. Saviem appelle sa gamme issue de cet accord SM, pour Saviem MAN. MAN, en Allemagne, vend les camions Saviem sous sa propre identité. La cabine Europe, la cabine de type 860, naît de ce partenariat. Elle équipera des dizaines de milliers de camions dans toute l'Europe pendant 20 ans. C'est, en surface, une réussite spectaculaire. Saviem gagne d'un coup une crédibilité technique sur le segment lourd qu'elle n'aurait jamais pu acquérir seule. Le SM8, le SM9, le SM10, autant de modèles qui s'imposent sur les autoroutes françaises et qui exportent vers l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Afrique du Nord. La gamme s'étend, les commandes affluent.
À Blainville, on embauche. Mais sous la réussite, il y a une fragilité, et elle est structurelle. Saviem ne maîtrise pas ses gros moteurs. Elle les achète. Elle dépend, pour les véhicules qui font sa marge la plus large, d'un fournisseur étranger qui est aussi, sur certains segments, son concurrent direct. Si MAN décide demain de rompre l'accord, ou de durcir ses conditions, ou simplement d'augmenter ses prix, Saviem n'a rien pour se défendre. Le savoir-faire allemand est resté en Allemagne. C'est l'angle mort du pacte. Et il pèsera lourd plus tard dans la décision de fusionner avec Berliet. À Limoges, pourtant, on travaille à corriger cette dépendance. L'usine de Le Palais-sur-Vienne, reçue de l'État en 1964, est devenue le grand centre des moteurs Saviem. Les fameux Fulgur, 4 et 6 cylindres, gamme moyenne, y sont conçus et produits. Henri Le Guerme, ingénieur en chef du moteur Fulgur, racontera plus tard que l'équipe Limousine avait l'ambition explicite de produire un jour, en France, un moteur lourd capable de rivaliser avec MAN. L'ambition ne fut jamais satisfaite. Les budgets de recherche allaient aux véhicules, pas aux moteurs. Et la facilité du partenariat allemand finit par tarir le développement français. C'est un schéma qu'on retrouve partout dans la fin du XXe siècle industriel français. La sous-traitance technique devenant dépendance, puis désindustrialisation. Mais à l'époque, en 1967, personne à Boulogne-Billancourt ne voit ainsi. On voit un partenariat franco-allemand qui marche. On voit des camions qui se vendent. On voit le marché commun en train de naître. Et l'on se félicite d'avoir su s'allier au bon moment, aux bons partenaires. Pierre Dreyfus, lors d'une conférence de presse en 1968, déclare que Saviem est désormais parfaitement armé pour la concurrence européenne. Il a raison sur le plan commercial. Il a tort sur le plan stratégique. Mais à cette date, dans le climat des 30 Glorieuses encore triomphantes, la distinction entre les deux échappe à tout le monde. Chapitre 4. Le bus de tous les Français. Si vous avez pris le bus à Paris avant le milieu des années 80, vous êtes monté dans un Saviem. Vous ne saviez probablement pas. La plupart des Parisiens ne le savaient pas. Mais le bus dans lequel ils s'engouffraient le matin pour aller au travail, et le soir pour en revenir, portait sur sa calandre une référence technique qui ne disait rien aux usagers. SC10. Pour Saviem Chausson, 10 mètres de long. L'histoire du SC10 commence en 1958. La RATP, en accord avec l'Union des transports publics urbains et régionaux, lance un cahier des charges pour un nouvel autobus standard français. 11 mètres de long en version maximale. Plancher plat à 63 cm au-dessus du sol, une rupture avec les véhicules à marche multiple qui dominaient encore le marché, pare-brise cylindro-cyclique anti-reflet pour la lisibilité des conducteurs sous le soleil rasant. Capacité de 80 à 90 voyageurs en charge nominale. Le cahier des charges est exigeant. Saviem, fraîchement renforcé par l'absorption de Chausson, se positionne sur l'appel d'offres avec une équipe d'ingénieurs basée à Annonay, en Ardèche, l'ancienne usine Chausson devenue centre de production des bus et autocars Saviem. Premier prototype livré fin 1961. Premier modèle de série, le SC10, lancé en 1965. Le moteur, naturellement, est un MAN. 6 cylindres horizontal, la fameuse architecture moteur couché, héritée du fainéant des origines. L'avantage de cette disposition est double. Le plancher reste bas, donc l'accès aux voyageurs reste facile, et le bruit du moteur, étouffé par sa position basse et arrière, est perçu comme l'un des plus discrets du marché européen. Le SC10 entre en service à la RATP en 1965. Et il y reste. 24 ans. La RATP en achète, entre cette date et 1988, 5894 exemplaires. C'est le chiffre brut, communiqué par l'Association pour le musée des transports urbains, interurbains et ruraux. 5894. À ce nombre, il faut ajouter les commandes des réseaux de province. Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Lille, Le Havre et presque toutes les villes moyennes de France. Toutes, à une exception près. Marseille, qui restera fidèle à d'autres constructeurs pour des raisons à la fois techniques et politiques. Au total, 11 004 exemplaires de SC10 sont produits entre 1965 et 1989. 11 004 bus,
sur les boulevards de France pendant un quart de siècle. C'est l'objet Saviem le plus présent dans la mémoire collective française. Et c'est l'un de ces objets qui n'ont pas de nom dans la conscience publique. On disait le bus, on disait la RATP, on disait le 80 ou le 85 selon la ligne, mais on ne disait pas le SC10, et l'on ne disait pas le Saviem. L'usine était invisible derrière son produit. C'est cette invisibilité qui rendra son effacement, 20 ans plus tard, à la fois facile et déchirant. À côté du bus, il y a le camion militaire. Et là, Saviem va aussi loin que sur le bus urbain. Le TP3, version 4x4 de la Super Goélette, présentée à Satori en 1969, devient l'ambulance et le fourgon de l'armée française. 10 836 exemplaires produits. Le SM8 4x4, qui deviendra plus tard, après absorption par Renault, le célèbre TRM 4000. Et surtout, le VAB, le véhicule de l'avant blindé. L'appel d'offres est lancé par la direction des engins de l'armée de terre en 1970. Saviem y répond, associé à Creusot-Loire pour la partie blindage. Face à eux, Panhard avec son projet M4. La compétition dure 4 ans. En 1974, le choix se porte sur Saviem Creusot-Loire. Le VAB entre en service en 1976. La production pour la seule armée française s'échelonnera jusqu'en mai 1993, date à laquelle le 3975e exemplaire sera livré. À cela s'ajoutent les commandes export, Norvège, Maroc, Indonésie, Côte d'Ivoire, Émirats arabes unis, Chypre, Oman, Qatar. Les soldats l'appelaient le chameau, pour sa silhouette trapue, pour sa capacité à traverser à peu près n'importe quoi, sable, boue, neige, rivière peu profonde. Pour son endurance. Le VAB a servi dans toutes les opérations extérieures de la France à partir de la fin des années 70. Du Liban à l'Afghanistan, du Tchad au Mali, du Kosovo à la Centrafrique. Et il sert encore. Mais voici la cruauté de cette histoire. Le VAB, le SC10, le TP3, ces produits-là, conçus et assemblés par Saviem, sont aujourd'hui mémorisés comme des produits Renault. Le losange a recouvert le nom. La calandre porte une autre signature. L'usine qui les a faits a été effacée du récit officiel, même si la mémoire ouvrière, à Blainville et à Annonay, n'a jamais cessé de revendiquer ce qu'elle savait. C'est nous, ici, qui les avons fabriqués. Sur la voie sacrée à Verdun, autrefois c'étaient les tracteurs Latil. Sur les boulevards parisiens, c'étaient les SC10 Saviem. Au Liban et au Mali, c'étaient les VAB Saviem. Un siècle de transport et de défense français, conçus et fabriqués dans des ateliers dont les noms ont été progressivement effacés. C'est l'une des constantes de l'histoire industrielle française. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette histoire continue de provoquer, chez ceux qui l'ont vécue, quelque chose qui ressemble à de la colère retenue. Chapitre 5. 7000 à Blainville. À la fin des années 70, Blainville-sur-Orne ne ressemble plus à grand-chose de ce qu'elle était en 1956. Le chantier naval désaffecté a disparu sous quelque chose d'infiniment plus grand. La surface couverte des ateliers, qui était de 40 925 m² en 1960, atteint 164 000 m² en 1965. 4 fois plus en 5 ans. Et l'expansion continue tout au long de la décennie suivante. Les effectifs suivent la même courbe. 480 ouvriers en 1959, à peine 3 ans après l'ouverture. 1000 en 1963. Et puis le grand bond. En 1977, l'usine compte 7000 salariés. 7000. C'est le pic historique. C'est le moment où Blainville devient, et restera pour toujours, l'un des plus grands sites industriels de Basse-Normandie, et le premier employeur privé de l'agglomération caennaise. Imaginez ce que cela signifiait. 7000 personnes qui arrivent en 3 équipes, jour et nuit. 7000 pointages à l'entrée. 7000 casiers au vestiaire. 7000 gamelles à la cantine, ou plutôt à plusieurs cantines, parce qu'une seule n'aurait jamais suffi. La sirène de Blainville s'entendait dans tout l'estuaire, à Hérouville-Saint-Clair, à Colombelles, à Mondeville, jusqu'à Caen quand le vent tombait. Quand elle sonnait à 6 heures du matin, c'était le signal pour des milliers de foyers normands que le jour avait commencé. Les ouvriers venaient de partout. Beaucoup étaient bas-normands de souche, fils de paysans qui avaient quitté la terre dans les années 50 et 60 pour entrer à l'usine.
Le Monde, dans une grande enquête signée Jean Lacouture en 1968, parlera à propos de Blainville d'une jacquerie ouvrière, formule qui se voulait à la fois élogieuse et révélatrice. Ces grévistes-là, expliquait Lacouture, étaient encore des paysans dans leur tête, et c'est précisément cela qui rendait leur résistance si tenace. Ils ne se laissaient pas commander comme on commande à des ouvriers de seconde génération. Ils avaient gardé la fierté de la terre. Mais à côté des fils de paysans normands, il y avait les autres. Et les autres étaient nombreux. Italiens d'abord, descendants des grandes vagues d'immigration de l'entre-deux-guerres. Espagnols, fuyant le franquisme. Portugais, arrivant en masse à partir du milieu des années 60 pour échapper à la guerre coloniale d'Angola et de Mozambique et à la dictature de Salazar. Et puis les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, appelés par la France pour les 30 Glorieuses, traités selon une hiérarchie informelle mais bien réelle qui plaçait toujours l'ouvrier maghrébin un cran plus bas dans la chaîne salariale. Sur la chaîne, tout cela travaillait ensemble. À midi, à la cantine, les conversations se faisaient en français, en italien, en arabe, en portugais, souvent dans la même phrase. La cantine de Blainville, comme toutes les cantines françaises de l'époque, servait un vrai repas. Entrée, plat, fromage, dessert. C'était cela aussi, le contrat social des 30 Glorieuses. L'idée qu'un ouvrier français méritait un déjeuner de civilisation, pas un sandwich avalé debout. Les conditions de travail, elles, n'étaient pas idylliques, loin de là. Les cadences, à partir des années 60, n'avaient cessé de s'accélérer. Les petits chefs, les contremaîtres, les agents de maîtrise, exerçaient un pouvoir parfois mesquin, souvent humiliant. Les salaires restaient bas. Et la santé au travail était, comme partout en France, traitée avec un mépris qu'on ne corrigerait que 20 ans plus tard. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'une des grandes affaires sociales de Blainville, l'affaire Guy Robert. Guy Robert est technicien à l'usine. Il est aussi délégué CFDT, l'un des plus actifs du syndicat. En 1968, il prend la tête d'un mouvement de grève. La direction de Saviem riposte. Il est licencié. Une procédure judiciaire commence. Elle durera presque 4 ans. Pendant tout ce temps, Guy Robert continue à militer depuis l'extérieur, soutenu par ses collègues, par la CFDT nationale, par une partie de la CGT. La cour d'appel de Caen finit par lui donner raison. La direction de Saviem est condamnée. Et le 10 février 1972, Guy Robert franchit à nouveau les grilles de Blainville. Une centaine d'ouvriers l'attendent à l'entrée. Ils l'accueillent en triomphe. La scène a été photographiée. On y voit un homme d'une 40aine d'années, costume sombre, cravate, le sourire des batailles gagnées. Autour de lui, des bleus de travail. Beaucoup de visages connus à Blainville pendant des décennies. Guy Robert finira sa carrière dans cette usine. Et en 1999, déjà retraité, il cofondera Sud Solidaire, un syndicat qui, 25 ans plus tard, est encore aujourd'hui majoritaire sur le site. Mais toutes les histoires de Blainville n'avaient pas une fin aussi heureuse. Lors des mêmes grèves de janvier 1968, qui avaient coûté son emploi à Guy Robert, la préfecture de Caen prit une mesure dont l'écho est resté discret, mais qui en disait long sur la place des immigrés dans la France industrielle de l'époque. Parmi les sanctions, on relève une ligne brève. L'expulsion du territoire national d'un ouvrier portugais identifié comme meneur. Un seul nom, une seule famille, aucun procès. La grève d'un ouvrier français lui coûtait un avertissement. La grève d'un ouvrier étranger pouvait lui coûter son pays d'accueil. C'était la règle, à Blainville comme partout en France. Voilà ce qu'était Blainville à son apogée. Une usine immense, une communauté de 7000 personnes, un creuset où le savoir-faire normand s'apprenait à côté de l'arabe, du portugais et de l'italien. Une école syndicale qui a formé des générations de militants. Et une cantine où, à midi, on mangeait comme la République le voulait. Entrée, plat, fromage, dessert. C'était le monde que Saviem avait construit. Et c'était, déjà, en 1977, le monde qui allait disparaître. Chapitre 6. L'apogée empoisonnée. 1977. 7000 salariés à Blainville. 35 059 véhicules sortis cette année-là des chaînes Saviem. Camions, bus, autocars confondus. Le SC10 sur tous les boulevards parisiens. Le VAB qui vient d'entrer en production militaire. La gamme SM, fruit de l'alliance avec MAN, qui circule sur toutes les autoroutes européennes. Le partenariat allemand donne ses fruits. L'export progresse. À Annonay, 1777 bus et cars sortent dans la même année. Une production qui place l'Ardèche au rang des grandes vallées industrielles de France. Au sommet d'une montagne,
En montagne, il y a toujours un moment de silence, une lumière particulière, une vue dégagée jusqu'à l'horizon. C'est aussi le moment où l'on commence à descendre. Saviem est à ce moment-là, en 1977, au sommet. Et personne, à l'intérieur de ces murs, ne sait que la descente a déjà commencé. Pourtant, les signaux sont là, pour qui sait les lire. Le choc pétrolier d'octobre 1973 a fait s'effondrer la demande mondiale de poids lourds en quelques mois. Saviem a survécu, mais ses marges se sont érodées. La concurrence allemande, qui n'avait jamais cessé de progresser, atteint en 1977 un niveau de production écrasant. 174 000 véhicules utilitaires sortis cette année-là des usines Mercedes-Benz. 174 000. Le duo Saviem-Berliet, car les deux constructeurs français commencent déjà à être pensés comme un duo, sous l'impulsion de l'État, ne fait à eux deux que 54 000, 3 fois moins. Et ce duo, en 1977, enregistre une perte combinée de 250 millions de francs. Iveco, le nouveau venu né en 1975 de la fusion des marques italiennes Fiat, OM, Lancia et de l'allemand Magirus Deutz, fait 108 000 véhicules. Iveco, qui n'existait pas 3 ans plus tôt. Iveco, déjà 2 fois plus gros que Saviem-Berliet réunis. Le rapport de force, à l'échelle européenne, est devenu défavorable. Et il continue de se dégrader. À Boulogne-Billancourt, dans le bureau du nouveau président de la régie Renault, un certain Bernard Vernier-Pallier, ancien polytechnicien arrivé en décembre 1975 pour succéder à Pierre Dreyfus parti à la retraite, on commence à parler de plan de restructuration. Le mot ne dit rien aux ouvriers de Blainville. Il signifiera, dans les années qui suivent, l'effacement de leur nom. Mais à Blainville, en 1977, on ne sait rien de cela. On embauche encore. On forme encore des apprentis. Le directeur de l'usine inaugure encore des bâtiments. Les délégués CFDT et CGT négocient encore les conventions collectives comme si elles allaient s'appliquer pendant des décennies. La sirène sonne toujours à 6 heures du matin, le SC10 continue à sortir au rythme prévu, le VAB est en montée en cadence pour les commandes de l'armée française. Tout va bien. Pourtant, le tournant est là, sous les pieds de tout le monde, et il s'apprête à basculer. C'est l'année où Saviem présente, à l'État, un plan de croissance ambitieux pour les 5 années à venir. L'État écoute poliment. Et l'État prépare, en parallèle, un autre plan. Un plan qui ne s'appelle pas encore Renault Véhicules Industriels. Un plan dont la première phrase, dans les notes des conseillers du président Giscard d'Estaing, est « Le secteur français du poids lourd doit être consolidé sous une autorité unique. » Une autorité unique. Pas de concurrents qui se battent depuis 30 ans. Une autorité unique. Saviem ne sait pas encore qu'elle ne sera pas cette autorité. Elle ne sait pas encore que le plan qui se prépare à Bercy et à Boulogne-Billancourt prévoit, pour des raisons à la fois juridiques et fiscales, que ce soit Berliet qui absorbe Saviem, et non l'inverse. Elle ne sait pas que dans 18 mois, son siège social aura quitté la Normandie pour Lyon. Elle ne sait pas que dans 3 ans, son nom sera retiré des calandres et remplacé par le losange de la maison mère. Au sommet, déjà condamné. Au sommet, en 1977, Saviem ressemble à une grande maison ouverte à tout vent, pleine de monde, pleine de bruit, pleine de projets, dont les murs porteurs ont déjà été marqués à la craie par des architectes qu'elle n'a jamais rencontrés. Le bâtiment est encore debout, il est encore plein, il est encore vivant. Mais quelqu'un, à Paris, dans un bureau qu'aucun ouvrier de Blainville n'a jamais vu, a déjà décidé de sa démolition. C'est l'apogée. Et c'est l'apogée empoisonnée. Chapitre 7. Trop petit pour le monde. Pour comprendre comment Saviem a été effacé, il faut d'abord comprendre comment Berliet est tombé. Car le complot, si c'en est un, commence à Lyon, pas en Normandie. Et il commence 10 ans avant la fusion. Marius Berliet est mort en 1949. Son fils Paul a repris la maison. Berliet, dans les années 50 et au début des années 60, c'est le numéro 1 français du poids lourd. Plus de 50% de la production nationale. Le spécialiste des gros tonnages, des nylons, des camions de chantier et des autocars routiers. Une marque qui a conquis l'Algérie coloniale, puis post-coloniale, le Maroc, la Tunisie, la Chine de Mao, Cuba de Castro. Une signature lyonnaise aussi reconnaissable dans son segment que Citroën dans le sien. Mais à partir du milieu des années 60, Berliet s'effrite.
Le Stradert, un camion à cabine basculante lancé en 1965, est un échec commercial. L'autobus PCM, conçu pour concurrencer le SC10 Saviem, n'a jamais réussi à s'imposer dans les grandes villes françaises. Saviem grignote des parts de marché. Les conflits sociaux se multiplient à Vénissieux. Et Paul Berlier, qui n'a pas l'autorité technique de son père, peine à reprendre la main. Le coup de grâce vient en juillet 1967. Berlier, sans vendre la firme, accepte une prise de participation majoritaire de Michelin. La famille Berlier cède le contrôle. Michelin, qui est déjà actionnaire majoritaire de Citroën, devient ainsi le maître de fait des deux plus grands constructeurs français privés, l'un dans la voiture, l'autre dans le camion. Pour le clan Berlier, c'est une humiliation. Pour Michelin, c'est une couverture industrielle. 7 ans plus tard, en 1974, Michelin annonce son intention de vendre à Fiat. L'idée est d'apporter Citroën et Berlier à l'italien Agnelli, pour créer sur le papier un colosse européen de l'automobile et du camion. Le gouvernement français refuse, catégoriquement. Le veto vient du président Valéry Giscard d'Estaing en personne. Berlier, comme Citroën, ne sortira pas du giro français. C'est la position officielle. La position officieuse, dans les couloirs de Bercy, est plus crue. Pas question que les Italiens mettent la main sur le matériel roulant de l'armée française. Car Berlier, comme Saviem, fabrique pour l'armée. Et l'armée française n'achète pas italien. Le veto pose alors une question simple. Si Fiat ne peut pas acheter Berlier, qui va acheter Berlier ? Michelin veut vendre. La famille Berlier n'a pas les moyens de racheter. Aucun autre acquéreur privé français ne se présente. Restait une seule solution. Renault. Et Renault, à cette date, est une régie nationale. Faire racheter Berlier par Renault, c'est de fait faire racheter Berlier par l'État français. C'est ce qui arrive en décembre 1974. La régie Renault reprend la participation Michelin dans Berlier. L'opération est largement adossée à des fonds publics. L'État alloue à Renault la dotation financière nécessaire pour absorber le constructeur lyonnais. Le montant exact de la transaction n'a jamais été rendu public dans les sources disponibles. Les historiens du poids lourd, notamment Jean-François Grevet dans sa thèse de référence, ont longtemps débattu de savoir s'il s'agissait d'un franc symbolique ou d'une somme plus substantielle. Ce qui est certain, c'est que sans l'argent public, l'opération n'aurait pas eu lieu. Le ministère des Armées, sur le site officiel Chemin de Mémoire, donne le chiffre des effectifs concernés à cette date. En 1975, Automobile Monsieur Berlier compte alors un effectif de 24 000 personnes. L'État décide du rattachement de Berlier à la régie Renault. 24 000 personnes, dont, pour mémoire, à peu près autant que Saviem à son apogée à elle. Deux géants qui, ensemble, devraient peser. Mais sur le marché européen déjà, ils ne pèsent plus. Et là, l'État français se retrouve dans une situation paradoxale. Sa régie Renault est désormais propriétaire de Berlier, son concurrent historique de 30 ans, et de Saviem. Deux filiales qui ont passé toute leur existence à se battre l'une contre l'autre. Sur les marchés publics, sur l'export, sur les marges, sur l'image. Deux services commerciaux qui se haïssent. Deux réseaux de concessionnaires qui se cannibalisent. Deux cultures industrielles incompatibles. Le Lyon des nylons et de l'export africain, et la Normandie du bus parisien et du camion utilitaire. Renault met en place, en 1975, un conseil de surveillance et un directoire commun au-dessus des deux marques. C'est censé être la première étape vers la fusion. Mais sur le terrain, les services continuent à se concurrencer comme avant. Les vendeurs Saviem démarchent les clients Berlier. Les vendeurs Berlier répondent en démarchant les clients Saviem. Les directions intermédiaires sabotent les passerelles techniques. 30 ans de rancœur ne s'effacent pas en signant un papier. Pendant ce temps, la facture continue à monter. 1975, perte sauvée seulement par l'export. 1976, marge en recul. 1977, la perte combinée que nous avons déjà mentionnée. 250 millions de francs. 1978, la situation devient intenable.
À Boulogne-Billancourt, Bernard Vernier-Pallier consulte. À Bercy, le ministère de l'Industrie surveille. À Matignon, Raymond Barre, économiste avant d'être Premier ministre, ancien commissaire européen, partisan déclaré de la rationalisation industrielle, donne son feu vert. À l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing approuve. La décision est prise. Et elle est prise sans que personne, à Blainville, à Annonay, à Limoges, n'ait été consulté. Le plan s'appelle, sobrement, Renault Véhicules Industriels. Chapitre 8. Le mariage forcé. L'été 1977. Bernard Vernier-Pallier, président de la régie Renault, présente devant le Conseil de surveillance commun Berliet-Saviem le plan de fusion définitive. Le texte est court. Sa formulation, lue aujourd'hui, est encore stupéfiante. Juridiquement, ce n'est pas Renault qui absorbe Berliet et Saviem. Ce n'est pas non plus Saviem qui absorbe Berliet. C'est Berliet qui absorbe Saviem. La Normandie est apportée à Lyon, pas l'inverse. Pour les juristes, ce détail est purement technique. Berliet, en tant qu'entité juridique plus ancienne et fiscalement plus structurée, sert de coquille d'accueil pour la fusion. Le siège fiscal reste à Lyon. Les conventions collectives prises comme référence sont celles de Berliet. Et le nom de la nouvelle entité, Renault Véhicules Industriels, efface symboliquement les deux marques qui la composent. Mais sur le terrain, la décision est lue autrement. À Blainville, on parle d'une humiliation. La marque normande, qui avait racheté Berliet, par l'intermédiaire de sa maison mère, est juridiquement absorbée par celle-là même qu'elle avait sauvée 3 ans plus tôt de la vente à Fiat. C'est, en termes humains, un retournement de tribunal. Le plan est approuvé par l'Assemblée générale de Berliet fin octobre 1978. La fusion devient effective. Renault Véhicules Industriels naît officiellement. Plus de 40 000 salariés répartis sur 12 établissements industriels. Près de 24 000 viennent de Berliet, environ 16 000 de Saviem. Et le siège social de la nouvelle entité, détail qui ne sera pas pardonné à Blainville, part s'installer à Lyon-Vénissieux, sur les terres historiques de Berliet. La Normandie perd, ce mois-là, le centre de décision de ce qui fut son fleuron industriel. Cela n'apparaît dans aucun communiqué officiel, mais cela se voit sur les organigrammes. La direction commerciale, Lyon. La direction technique, Lyon. La direction des achats, Lyon. À Blainville, il reste une direction d'usine, c'est-à-dire un directeur de site qui rend compte à un directeur de division, qui rend compte à un directeur général qui travaille à Vénissieux. Voici comment on dépossède une région de son industrie sans jamais prononcer le mot de dépossession. Au gouvernement, à cette date, le ministre de l'Industrie s'appelle André Giraud, polytechnicien, spécialiste de l'énergie nucléaire, ancien administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. Il est en poste depuis le 3 avril 1978, un peu plus de 6 mois avant la fusion. Les sources publiques ne le relient pas personnellement à la décision. Son domaine d'expertise est ailleurs. Il signe les décrets parce qu'il est en titre. L'architecture de la fusion est, pour l'essentiel, le produit du couple Vernier-Pallier-Barre, soit l'industriel d'État et le Premier ministre économiste. Giscard d'Estaing valide, Giraud paraphe. Et Paul Berliet dans tout cela? Le dernier patron familial de la maison lyonnaise, celui qui avait dû céder à Michelin en 1967, assiste à la dilution finale du nom de son père. La marque Berliet survivra 2 ans encore, sur les calandres, le temps de fusionner les gammes. Puis elle disparaîtra, en 1980, en même temps que Saviem. Paul Berliet écrira plus tard ses mémoires. Le ton y est mesuré, la douleur, lisible entre les lignes. Il était l'héritier d'une dynastie industrielle de 75 ans. Il en aura été le liquidateur, malgré lui, en moins d'une décennie. À Blainville, l'annonce de la fusion provoque une émotion. Des assemblées syndicales sont tenues. La CFDT, majoritaire, exprime ses inquiétudes, mais ne va pas jusqu'à la grève. L'usine est encore en pleine charge, les commandes affluent, et le climat normand n'est pas celui des grandes mobilisations lyonnaises. La CGT, plus combative, dénonce une logique de rationalisation aveugle qui sacrifiera, dit-elle, les sites les plus modernes au profit des plus anciens. Personne, à cette date, n'imagine encore que c'est l'identité elle-même de Saviem qui va disparaître. On parle de fusion, pas d'effacement. Vernier-Pallier, dans une conférence de presse tenue à Paris à l'automne 1978, promet que les marques Saviem et Berliet
seront maintenus pour préserver l'identité et la fidélité commerciale des clientèles. La phrase est notée. Elle sera 18 mois plus tard contredite par les faits. Car ce qui se prépare à l'intérieur des bureaux de Renault Véhicules Industriels, c'est l'effacement programmé des deux marques au profit du losange. Le ministre des Armées André Giraud, dans une note interne datée de 1979 et exhumée plus tard par les historiens, se montre favorable à cette unification visuelle. Une seule marque, une seule image, un seul interlocuteur pour l'armée française. C'est ainsi qu'on parle à Paris en 1979 de 40 000 personnes et de deux histoires industrielles centenaires. Une seule marque, un seul interlocuteur. Comme on parlerait d'un fournisseur de papier hygiénique. Le couperet tombe le 21 avril 1980. Communiqué officiel de RVI. À compter de cette date, les marques Saviem et Berlier disparaissent. Le losange Renault remplace les deux signatures sur toutes les calandres. Le SC10 devient Renault SC10. Le VAB devient Renault TRM. Le SM8 devient Renault TRM 4000. Le E7 Saviem devient Renault E7. La gamme survit, le nom meurt. Symétrie cruelle, Renault avait fait disparaître sa propre marque, Renault Poids Lourd, en 1957, au profit de Saviem, dans le but de marquer la rupture avec une division historiquement déficitaire et l'entrée dans une nouvelle ère industrielle. 23 ans plus tard, Renault réimpose ce même losange et efface Saviem. La marque qui avait dévoré Latil, Somua et Renault Poids Lourd est à son tour dévorée par son créateur. C'est l'image pivot de cette histoire. Et c'est sans doute la définition la plus simple de ce que les juristes appellent une consolidation industrielle et que les ouvriers, eux, appellent par un autre mot. À Blainville, le 21 avril 1980, des contremaîtres sont chargés de coller les nouveaux logos sur les calandres en attente d'expédition. Plusieurs témoignages recueillis ensuite par l'association Copaviem évoquent la même scène. Des hommes qui avaient passé 20 ans à porter le nom Saviem sur leur bleu de travail, à le voir sur leur fiche de paie, à le défendre dans leur famille, qui devaient, sur ordre, le recouvrir d'un autre nom. Plusieurs ont refusé, ont demandé à être affectés à d'autres tâches. Un seul, dit la mémoire collective de l'usine, est rentré chez lui ce jour-là sans terminer sa journée. Il avait 42 ans. Il était entré chez Saviem à 18 ans, comme apprenti. Le losange, il ne le poserait pas. Pas lui. Chapitre 9. La mort d'un nom. Ce qui meurt le 21 avril 1980, ce n'est pas une usine. L'usine continue, les chaînes tournent, les ouvriers pointent, les salaires sont versés. Ce qui meurt, c'est un nom, une signature de calandre, une présence sur les routes de France. Une page de l'annuaire industriel français. Mais la mort d'un nom, dans une économie qui repose sur la marque autant que sur la machine, ce n'est jamais seulement la mort d'un nom, c'est aussi la mort d'un récit, la mort d'une fidélité, la mort d'une fierté ouvrière qui s'écrivait sur les pièces avant même qu'elles ne soient peintes. Les ouvriers de Blainville le racontent encore aujourd'hui. Avant 1980, quand on demandait à un Normand où il travaillait, il répondait « chez Saviem ». Après 1980, il devait répondre « chez Renault ». Et entre les deux réponses, il y a une nuance que seuls les bas normands percevront. Chez Saviem, c'était à Blainville. C'était une usine, une équipe, un savoir-faire. Chez Renault, c'était partout. Une multinationale dont le siège était à Boulogne-Billancourt, dont les décisions étaient prises à Lyon, et dont les ouvriers normands n'étaient plus qu'une variable parmi d'autres. Cette nuance, on peut la juger sentimentale. Elle ne l'est pas. Elle est économique. Quand un ouvrier travaille pour une marque dont il connaît les produits, dont il voit les bus passer dans sa rue, dont il sait qu'ils sont fabriqués par lui et par ses collègues, il est lié à son travail par autre chose qu'un salaire. Il est lié par une identité. Et l'identité, dans le monde industriel, c'est ce qui fait la résistance. C'est ce qui fait que, quand les temps deviennent durs, on accepte un effort, un sacrifice, un report d'augmentation, parce qu'on défend son usine. Effacer le nom Saviem, c'était couper ce lien, pas par cynisme, par technocratie, par cette conviction, propre à la fin des années 70, qu'un grand groupe est nécessairement plus fort qu'une somme de petites marques. Conviction qui n'a jamais été vérifiée par les faits. Renault Véhicules Industriels n'a jamais pris une part de marché européenne significative, mais qui a coûté à des dizaines de milliers d'ouvriers, normands, lyonnais, ardéchois, limougeaux, la fierté d'appartenir à une maison qui portait leur nom.
À Annonay, l'effacement est ressenti aussi durement. L'usine, fière de ses cars et bus Saviem, devait désormais inscrire Renault sur ses véhicules de tourisme. Les chauffeurs de cars, parfois, refusaient de prendre le nouveau modèle, préféraient garder en service les anciens. À Limoges, les moteurs Fulgur continuaient à sortir, mais sans plus porter le nom de Saviem sur leur carter. Les ingénieurs limougeaux racontaient, des années plus tard, qu'ils avaient le sentiment d'avoir été dépossédés de leur propre travail. Mais l'effacement n'allait pas s'arrêter à la calandre. Il allait, dans les années qui suivirent, gagner l'organisation, la production et finalement le tissu social que Saviem avait mis 30 ans à construire. À partir de 1981, RVI rationalise. Les premières suppressions de postes interviennent à Blainville. Modérées d'abord, quelques centaines de départs, étalés sur 2 ans, gérés par des dispositifs de pré-retraite que la France des années 80 savait encore offrir généreusement. Personne ne crie. Le climat reste apaisé. La direction promet que Blainville restera le pôle camion moyen du groupe, ce qui, à l'oreille des syndicats, sonne déjà comme une rétrogradation. Car derrière les mots, la réalité change. Les camions lourds, peu à peu, sont concentrés à Lyon-Vénissieux, les cars et bus à Annonay. Les moteurs lourds, on l'a vu, restent dépendants de MAN, et le partenariat allemand commence, lui aussi, à se fissurer. À Blainville, on conserve les véhicules utilitaires et les camions de gamme intermédiaire, segment important, certes, mais qui n'a plus la couronne de l'usine. Le centre de gravité du groupe s'est déplacé vers le sud. Et c'est dans cette période, entre 1981 et 1985, que les ouvriers de Blainville prennent conscience d'une chose. Ils ne fabriquent plus tout à fait les mêmes véhicules, ils ne défendent plus tout à fait la même marque, ils ne sont plus tout à fait dans la même histoire. La page Saviem s'est tournée, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Chapitre 10. Les survivants de Blainville. L'histoire de Renault Véhicule Industriel n'est pas le sujet de ce film. Mais il faut en donner les grandes lignes, parce que c'est dans ces lignes que se joue le destin de Blainville après l'effacement de 1980. RVI continue, péniblement, pendant les années 80 et 90. Les marges restent maigres. Iveco et Mercedes-Benz dominent toujours le marché européen. Les commandes militaires, le VAB notamment, dont la production s'achèvera en mai 1993, après 3975 exemplaires livrés à la seule armée française, soutiennent l'activité de Blainville pendant 2 décennies. Mais le marché civil se contracte. Le bus SC10, qui avait fait la gloire d'Annonay, est progressivement remplacé par des modèles plus modernes, l'Agora notamment, eux-mêmes confrontés à la concurrence allemande et italienne. En avril 2000, l'inévitable se produit. Renault SA annonce la cession de sa division camion à Volvo AB, le grand constructeur suédois. L'accord est finalisé le 2 janvier 2001. Pour les Normands, c'est un nouveau coup. Saviem avait été absorbé par Berliet, puis effacé par Renault, et voici qu'à présent, l'usine devenait suédoise. Le siège de décision n'était même plus à Lyon, il était à Göteborg. En 2002, l'enseigne change à nouveau. Plus de Renault Véhicule Industriel. Désormais, Renault Trucks. Le losange demeure, par accord de licence avec Renault SA, mais l'entité est suédoise. C'est sous ce nom que l'usine de Blainville traverse les 2 premières décennies du XXIe siècle. Les vagues de restructuration ponctuent ces décennies. La plus brutale survient en mars 2014. Le 19 mars de cette année-là, Volvo confirme un plan de suppression de 508 postes en contrat à durée indéterminée. 319 à Lyon-Vénissieux et Saint-Priest, 128 à Blainville, 61 à Bourg-en-Bresse. À cela s'ajoutent environ 800 intérimaires et prestataires qui voient leur mission interrompue. La CGT et la CFDT, à cette occasion, prononcent le mot que jamais on n'avait osé utiliser à Blainville auparavant. Licenciement boursier. L'expression est forte. Elle s'appuie sur un fait simple, vérifiable et difficilement contestable. Volvo, en 2013, avait réalisé un bénéfice net de 430 millions d'euros. Le plan social de 2014 ne répondait à aucune urgence économique. Il répondait à une logique de rentabilité actionnariale. À Stockholm, on optimisait. À Blainville, on perdait son emploi. Cette fois, la mobilisation est plus dure. Manifestations dans les rues de Caen. Blocage temporaire de l'usine. Délégation à Paris. Le nerf de Colombelle, celui-là même dont le père conduisait le premier Tancarville, proposition publiquement.
La presse régionale, Ouest France en tête, suit l'affaire de près. Mais la décision est confirmée. 128 emplois disparaissent à Blainville. Limoges est épargné. La production militaire y reste vitale. Et puis, à partir du milieu des années 2010, quelque chose change. Volvo, sous la pression européenne et la transition énergétique, décide d'investir massivement dans le camion électrique. Blainville est désigné comme le site pilote de cette transformation. Le premier camion électrique sort des chaînes en 2020. Et puis le rythme s'accélère. Fin janvier 2025, l'usine célèbre la fabrication de son 2000e camion électrique. C'est un événement. La presse régionale en fait sa une. Aujourd'hui, en mai 2026, l'usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne emploie près de 2400 salariés. 83 camions sortent chaque jour de ces chaînes. Le directeur du site s'appelle Pierre Génie. Le 70e anniversaire de l'usine a été célébré au mois de mai, 70 ans après l'arrivée de ce premier Tancarville sur les routes normandes. Le maire de Colombelles, Marc Potier, est venu prononcer un discours. Il a raconté, encore une fois, la phrase qu'il avait dite à son père et qu'on lui faisait redire à chaque commémoration. Mon père conduisait le Tancarville. Mais derrière le chiffre, 2400, il y a l'autre chiffre, celui qu'on ne célèbre pas. 7000 en 1977, 2400 aujourd'hui, une baisse de plus de 65% en moins d'un demi-siècle. Et encore Blainville s'en sortait le mieux que beaucoup d'autres sites industriels français de cette époque. Mais le contraste est brutal. Le premier employeur privé de l'agglomération caennaise n'est plus le géant qu'il a été. Il est désormais une usine moderne, performante, électrifiée, mais une usine de taille moyenne dans un paysage industriel qui s'est appauvri tout autour d'elle. La SMN, la Société métallurgique de Normandie, qui faisait travailler les habitants de Colombelles juste à côté, a fermé en 1993. Moulinex, à Alençon et dans toute la Basse-Normandie, a sombré en 2001. Citroën, à Caen, a quitté la région bien avant. Bosch, Gégère, la Radiotechnique, tous partis ou réduits. Blainville, dans ce paysage, est une survivante. Mais une survivante qui se souvient. Chapitre 11. Ce qui reste. Saviem n'existe plus. Le mot a disparu des organigrammes officiels depuis 46 ans. Aucun panneau d'usine ne le porte. Aucun document commercial ne le mentionne. Aucune entité juridique ne le revendique. Pour le Code du commerce, pour l'INSEE, pour les générations nées après 1980, Saviem est un mot vide. Une suite de 6 lettres qui ne désignent plus rien. Et pourtant, Saviem est partout. Saviem est dans les SC10 qu'on a préservés, parfois restaurés, par les amateurs et les passionnés. Le musée des transports urbains, interurbains et ruraux, Lamtuire, près de Paris, en conserve plusieurs exemplaires. L'Histobus dauphinois, en Isère, en a fait sortir un en circulation lors des Journées du patrimoine. À Lyon, à Marseille, à Bordeaux, des associations de passionnés entretiennent ce qui reste de la flotte historique. Quand un SC10 passe encore, par hasard, dans un défilé, des hommes de 60 ou 70 ans s'arrêtent et le regardent. Et quelque chose remonte. Une odeur, un bruit, une jeunesse. Saviem est dans les VAB qui patrouillent encore, en 2026, sur certaines bases militaires françaises, bien qu'en cours de remplacement progressif par les Griffons de Nexter. Quand un soldat français de 50 ans aujourd'hui parle de son service militaire ou de sa première OPEX, il parle d'un véhicule qui s'appelle officiellement Renault TRM, mais que son père et son grand-père, s'ils ont servi, appelaient simplement le chameau. Saviem est dans les associations. Saviem Passion à Orsay, Copaviem à Blainville même, créé par d'anciens salariés et des passionnés. L'amicale Saviem, qui s'occupe particulièrement des camions tout-terrain et qui porte un projet de musée. Car Histobus, qui restaure les autocars routiers. Ces associations ne sont pas, à proprement parler, des structures de deuil. Ce sont des structures de mémoire. Leur but n'est pas de pleurer le nom. Il est de faire en sorte que le nom reste prononçable pour les générations qui viennent. Saviem est dans les livres. Notamment celui d'Éric Tourniquet, Autocar et Bus Saviem, publié aux éditions ETAI en 2017, référence absolue pour quiconque veut comprendre ce qui s'est passé entre Annonay et Blainville pendant 30 ans. Saviem est dans les travaux universitaires de Patrick Fridenson sur l'histoire de Renault, dans ceux de Xavier Vignat sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, dans la thèse de Jean-François Grevet sur le poids lourd français, texte essentiel, difficile d'accès au grand public, mais qui constitue le grand œuvre de référence sur cette histoire.
Saviem est dans la collection Altaïa au 43e, lancée en 2025, et qui rassemble en miniature les principaux modèles de la marque. Saviem est dans les forums de discussion qui rassemblent encore, presque 50 ans après l'effacement, plusieurs milliers d'inscrits actifs. Saviem est dans les souvenirs de famille de tous ceux qui ont travaillé à Blainville, à Annonay, à Limoges, à Suresnes, et qui transmettent à leurs enfants et petits-enfants l'idée qu'on a fait quelque chose qui a compté. Mais Saviem est aussi, et c'est peut-être l'essentiel, dans une question que les ouvriers de Blainville continuent à poser quand on les interroge. Pourquoi a-t-il fallu nous effacer ? Cette question, ils ne la posent pas pour réclamer une réparation. Ils savent qu'il n'y en aura pas. Ils la posent parce que la réponse, en 46 ans, ne leur a jamais été donnée. Ni par Renault, ni par l'État, ni par les économistes qui ont théorisé la consolidation industrielle française des années 70. La réponse officielle, on la connaît. C'était nécessaire. La taille critique, le marché européen, la concurrence allemande et italienne, la rationalisation. Tous les mots-clés du vocabulaire des notes de synthèse de Bercy. Et tous, sans exception, ont une part de vérité. Saviem ne pouvait probablement pas survivre seul sur le marché européen des années 80. La fusion avec Berliet, en soi, n'était pas absurde. On peut même soutenir qu'elle était inévitable. Mais l'effacement du nom, le 21 avril 1980, ça, ce n'était pas inévitable. Volkswagen a conservé Audi. Stellantis a conservé Peugeot, Citroën, Fiat. PSA, à l'époque, a conservé Talbot pendant plus de 10 ans avant de l'abandonner. On peut fusionner deux entreprises sans dissoudre leur marque. On le sait, on l'a fait ailleurs. Mais à Saviem et à Berliet, on a choisi autre chose. On a choisi le losange. On a choisi l'effacement. Et c'est cela peut-être qui blesse encore. Pas la fusion, l'effacement. La décision technocratique de dire à des dizaines de milliers d'ouvriers que le nom sous lequel ils avaient travaillé toute leur vie ne méritait pas d'être conservé, qu'il valait mieux qu'il disparaisse, qu'une seule signature, sur toutes les calandres françaises, valait mieux que deux signatures qui auraient pu raconter deux histoires. Aujourd'hui, en 2026, l'usine de Blainville fête ses 70 ans. Sur les chaînes, des camions électriques sortent. C'est l'avenir, c'est la France qui se réinvente. Et c'est bien. Mais quelque part, sur un mur de l'usine, dans une salle de réunion qu'on n'utilise pas tous les jours, est accrochée une vieille photographie. On y voit Marc Potier, le maire de Colombelles, à côté d'un homme âgé en bleu de travail. C'est son père. Devant eux, un camion. Le premier sorti de l'usine. Sur la calandre, 6 lettres. Saviem. Ce sont ces 6 lettres-là qui sont l'objet de ce film. Pas l'usine. L'usine continue, et c'est tant mieux. Pas la fusion. Elle est passée, et le temps a passé. Mais ce nom qui a porté, pendant 25 ans, le travail de 70 000 personnes au total, réparties sur les 12 sites historiques de la marque. Ce nom qui s'inscrivait sur les calandres des bus parisiens, sur celles des VAB qui ont protégé des soldats français au Liban, sur celles des camions du laitier qui livraient le pain de campagne à 6 heures du matin dans les villages de Normandie. Ce nom qui n'existe plus, et dont la disparition, à la différence de la fusion qui l'a précédée, n'était pas nécessaire. C'est cela, l'histoire de Saviem. Pas un complot, le mot est trop simple, et il fait porter à des individus une responsabilité qui était en réalité collective, structurelle, politique. Mais une décision prise à Paris en 1978, validée à l'Élysée, paraphée à Bercy, exécutée à Boulogne-Billancourt. Une décision qui n'a jamais été expliquée aux principaux concernés. Une décision dont le coût humain n'a jamais été chiffré dans aucun rapport officiel. Une décision qui a effacé un nom, et qui a laissé à sa place un silence que les ouvriers de Blainville continuent à habiter. Chaque jour, sans bruit, en fabriquant des camions sur le site qui aurait dû porter, encore aujourd'hui, le nom qu'ils s'étaient choisi.